l'a fait le truc, hein. Magnifique, il l'a fait le truc. Recule au bouchon. Celui-là, il est fabuleux. Celui-là, il est fabuleux. Et Laurent, voyons. Devant de Boule, un podcast produit par Sports Content. Eh ben, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce podcast dédié à la pétanque qu'on a décidé d'intituler Devant de Boule, et bon, pour vous faire découvrir le sport pétanque, vraiment côté technique, parler vraiment de ce sport pétanque et faire découvrir le sport au plus grand nombre. Donc pour ça, je suis accompagné de 3 personnes. Thierry Oriot d'abord. Bonjour Thierry. Bonjour Étienne. On a Franck Fayol également avec nous. Bonjour Étienne, bonjour à toute l'équipe. Ouais, Oui, bonjour aussi. Et bonjour à Mika aussi qui est avec nous, Michael Ricardo. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter, parce que tout le monde vous connaîtra pas spécialement, plus que moi à vous présenter, je préfère que ce soit vous qui vous présentiez, de faire un petit tour en disant voilà, depuis combien de temps vous jouez à la pétanque dans le niveau, puis quelques titres que vous avez pu glaner par-ci par-là. Donc on va commencer par le plus jeune. Thierry, à toi. Oui, si vous voulez, on va jouer à la pétanque depuis l'âge de 17 ans. Et donc, j'ai pas joué en jeune, moi, j'ai joué en senior. Et donc, j'ai obtenu une 25 titres de champion départementaux de ligue. Et puis, une trentaine de nationaux, une cinquantaine de fois dans le dernier carré, voilà. Après de grandes victoires, quelques-unes, et puis après, d'autres plus faibles, voilà. C'est déjà un beau petit parcours. Franck, et toi? Oui. Du coup, donc moi, j'ai commencé à peu près vers l'âge de 10 ans, donc c'est une histoire de famille, je pense un petit peu comme beaucoup de gens. Voilà, j'évolue aujourd'hui dans le club donc de Langon sur Cher, donc dans le 41. J'ai eu une dizaine de qualifs au championnat de France. J'ai 3 titres de champion de France des clubs, CNC3, CNC2 et CNC1. Plusieurs partages de nationaux, quelques victoires de nationaux, et voilà. C'est pas mal aussi. Et puis le dernier, Mika. Et moi, du coup, beaucoup plus jeune que les deux qui viennent de passer. Donc moi, j'ai 8 ans de licence. Donc ça reste quand même assez récent par rapport aux autres. Et, je n'ai jamais été champion. Et mon plus gros résultat, c'était l'année dernière au National de Saint-Maur où j'ai perdu en quart de finale. Très bien. C'est fait des beaux parcours, ça montre qu'on a des profils variés et intéressants qui vont pouvoir nous parler de ce sport et qui connaissent bien ce sport pétanque, qui a quand même 280 000 licenciés en France. Donc on parle des licenciés, là c'est pas la pétanque loisir que tout le monde joue. 280 000 licenciés, ça en fait le 13e sport avec le plus de licenciés en France, sachant qu'il y a encore 15 ans, c'était quand même le 4e sport en nombre de licenciés. Bon, les autres sports ont progressé, c'est passé le 13e, mais c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi Devant de Boule? On avait discuté un petit peu ensemble, on avait choisi un nom, on cherchait une expression de la pétanque. Et c'est Devant de Boule qui est venu dessus, qui est venu pour s'appeler Devant de Boule, donc sur ce podcast comme ça. Est-ce que par rapport à ça, justement, vous avez tous une petite anecdote, parce que c'est une action importante, pour nous expliquer ce que c'est un Devant de Boule pour ceux qui connaissent pas, et quelques anecdotes peut-être que vous avez dans votre longue carrière de pétanqueur. Alors, moi, j'en ai une, oui, ou vas-y, Franck, vas-y. Non, vas-y, Mika, vas-y. Et pour faire simple, le Devant de Boule, c'est quand notre équipier ou l'adversaire vient coller sa boule à celle de l'autre et faire le point en avant de la boule, pour faire vite, hein. Et sinon, en petite anecdote, justement, pour revenir sur le National de Saint-Maur de l'année dernière, on est en 8e de finale le dimanche matin. On mène 12-4 en 30 minutes de jeu et on a gagné la partie 13-12 après 2h30 de jeu suite à 7 devant de boule des adversaires où on n'a jamais pu marquer. Ah, quand même. Donc ça a traîné et du coup, c'est une anecdote qui est restée quand même dans la tête, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Après, le devant de boule, il n'y a pas que le devant de boule en regagnant le point. Il y a le devant de boule aussi pour limiter la grosse mène. Oui, ça, exactement. C'est des devants de boule qui sont ultra importants. Des fois, pour limiter la casse, on vient se coller à une boule justement pour éviter le tir de l'adversaire. S'il tire, il est obligé de contrer sur sa boule et après retirer sur la boule qui était collée. Voilà.
il y a plusieurs types de devant de boule, ouais. Exactement. Vous avez tout dit. Hein. Je n'ai rien rajouté parce que vous avez tout dit. Et vu ma grande spécialité au point, je pourrais pas vous dire mieux. C'est vrai que faire un devant de boule, ça peut être très intéressant dans tous les cas, soit pour regagner un point et couper l'adversaire, ou même faire un devant de boule. Si la personne a 5 par terre et que tu fais un devant de boule à la dernière, même si t'as pas le point, ça peut être intéressant pour ne pas encaisser une grosse semaine. C'est ça, exactement. Et c'est jamais facile à réaliser non plus. Ah, c'est très compliqué. J'en Moi, conviens. j'ai la chance d'évoluer avec un copain c'est un phénomène. Bon, Thierry le connaît très bien, c'est Cyril Georget. Oui. Alors lui, voilà, pour avoir gagné pas mal de championnats et puis les 3 titres de champion de France ensemble, il nous a fait de ces choses justement. Là, on parle d'un pointeur pur et d'un milieu pur. C'est pas un tireur pur, Cyril, mais alors par contre, des devant le boule, il en a des milliers à son actif pour sauver des parties. Moi, il nous a fait gagner des parties grâce à ça. Hein. C'est un phénomène. Hein. Je confirme. Hein. Franck, un joueur exceptionnel. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est équivalent à un carreau pour un tireur ou pas? Non, c'est pas la même chose. C'est pas. Mais t'as rien à voir. Mais non, Un devant de boule, En termes d'efficacité. non, parce que je vais parler moi en tant que tireur. Tu vas arriver, le gars va faire carreau. Toi, tu peux aller retirer. Si tu re-rends le carreau, du coup, tu reviens toujours à égalité de boule. Tandis que quand t'arrives, tu fais le devant de boule, tu vas tirer sur le devant de boule, donc tu vas chasser ta boule. La boule de l'adversaire, logiquement, va rester à sa place. Il faut que tu retires encore une deuxième boule pour espérer marquer ou faire compter tes boules. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Donc c'est plus intéressant un devant de boule du coup. Tout à fait. Après, ça dépend de la physionomie des mains, c'est pareil. Voilà, exactement. Tout dépend de la physionomie des mains. Suivant comment les mains sont engagées, tout dépend. Il faut être sur le terrain pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Ça dépend des mains. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'état. Excusez-moi. Ça dépend donc de l'état des terrains. C'est pareil. Ça dépend du score, de l'avancée du score. Enfin, c'est hyper tactique la pétanque. Donc, tous les paramètres rentrent en ligne de compte. Un devant de boule, on peut dire, c'est plus une action défensive et un carreau, ça va être une action offensive en fait. Par rapport, si on veut. Plutôt. Ouais. Tout à fait, Étienne. Mais tout aussi spectaculaire. Ah non, mais ça c'est sûr. Hein. Ça, il y a pas photo. Moi, j'avais un ami qui s'appelait, il y en a peut-être qui l'ont, Thierry l'a connu, Étienne, je sais pas, et Mika, je sais pas, Daniel Voisin, qui était un ami qui habitait à côté de chez moi. Il venait me voir très régulièrement quand j'avais mon agence d'intérim et on refaisait un petit peu le monde et puis on refaisait donc des parties et il me disait, tu sais, Franck, il m'a dit la vraie pétanque se perd avec des vrais pointeurs. Aujourd'hui, on se monte qu'avec des tireurs. Ça tire de partout, ça tire partout, mais c'est pas ça la vraie pétanque. La vraie pétanque pour gagner, et moi je le vois encore aujourd'hui quand je joue avec Cyril, c'est vrai que quand t'as un vrai pointeur en triplette ou en doublette, mais t'avances. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et surtout en championnat. Et surtout en championnat, c'est encore plus important. Et pour moi, moi je suis un tireur pur, comme on dit. Honnêtement, c'est 10 fois plus dur ou 100 fois, 1000 fois plus dur le point que le tir. Le tir, en fait, c'est juste une action de jeter la boule sur l'objet, peu importe qu'il y ait du sable, des cailloux, ou peu importe la texture du terrain, faut que ta boule, elle tombe sur l'autre boule. Après, tu la lâches un peu avant ou pas. Mais la technique au point, faire rouler les boules, demi-donne, envoyer les boules, chercher une donne à droite, à gauche, éviter des cailloux, c'est hyper technique par rapport au tir. Ouais, totalement. C'est vrai, mais le tir est beaucoup plus mental. Tout à fait. Parce que si tu pointes et que tu mets tes boules, on va dire entre guillemets moyennement, si tu as de grands tireurs avec toi qui arrivent à rattraper en faisant des carreaux, tu peux t'en sortir. Mais c'est beaucoup plus mental le tir que le point. Effectivement. Tout à fait. Ouais, très bien. On a bien argumenté sur devant de boule, donc qui justifie cette action quand même décisive, qui justifie donc le titre. Et donc on va faire d'abord un petit point actu parce que on va quand même on suit quand même le sport pétanque. Et on a tous vu, il y a tous les championnats départementaux qui viennent de se terminer. Maintenant, on attaque les championnats de ligue avant les championnats de France qui se dérouleront dans l'été. Un petit retour rapide sur vos championnats départementaux, à vous, si ça s'est bien passé, si vous avez noté des choses dans les résultats des championnats départementaux de votre côté.
Bah, la parole au champion en premier. Hein. Bah oui. C'est qui? C'est moi? Bah oui. Bah oui. T'as pas gagné, toi, Thierry? Eh ben non, pas cette année. Merde, pardon. D'accord. Bah, la parole au champion. Après, je suis pas plus champion que vous, hein. Oui, j'ai gagné donc, en fait, on a fait coup double. L'année dernière, on avait gagné, donc, avec Cyril et Angélique, le premier titre de la création, donc, le triplet mix. On a rejoué cette année ensemble. On a fait le doublé. On a regagné. On a regagné ce titre-là. En triplet, on a perdu en finale du triplet. Et après, qu'est-ce que j'ai fait comme championnat? Le doublet. Et le doublet, j'ai perdu à la partie qualificative du soir avec Virgile Chausson. On a joué moyennement, donc voilà. Après, pour les ligues, en ligue, on a perdu en 8e. J'en dirai pas plus. C'est dommage. C'est dommage parce que j'étais vraiment bien au tir. Cyril bien et notre pointeur a un peu lâché. Enfin, notre pointeur après, bon, on s'est appelé dans la semaine et en fait, Virgile, pour le citer, c'est un ami, hein, et voilà, qui est tireur à la base, s'est retrouvé dans notre triplette en tant que pointeur. On se pensait avancer. Voilà, bon, on a perdu quand même en finale du département, hein. Mais je lui ai demandé s'il avait pris plaisir à jouer avec nous. Alors, non pas d'avoir joué avec nous, pardon, parce que bon, il s'est régalé de jouer avec nous, comme nous, on s'est régalé de jouer avec lui. Mais le plaisir d'avoir joué ce poste-là. Et il m'a dit non, pas du tout. J'ai dit, tu sais, j'aurais été à ta place, ça aurait été la même chose. Moi, pointer sur tout un championnat, voilà, c'est pour ça qu'il faut des vrais pointeurs dans une équipe. Ah, c'est sûr. Surtout en championnat, je te dis, hein. Voilà. C'est très important. À vous la moi, pour les championnats, ça n'a pas été violent cette année. Hein. On avait une nouvelle équipe en triplette, mais on n'a pas bien joué. En doublette, on a perdu le matin en revenant, mais on n'en a pas joué le matin. C'était trop tôt pour nous, je pense. Et puis en vétéran, on a perdu en demi, mais nous on a fait le championnat sur une journée. Donc il était très tard, 10h, 10h30, notre demi faisait froid, la lumière moyenne, et on a très mal joué. On a perdu. Puis à la ligue après, on a perdu en demi. Au vétéran, il faisait moins 17, je sais pas, mais c'était une horreur. Et oui, c'était une horreur. Et en la ligue, on a perdu en demi contre, tu connais peut-être Franck, Guy Vengeant, qui ont très bien joué. Ouais. Et qui ont gagné après. Voilà. Après, championnat moyen. Mika, t'as vu les terrains, hein, où on jouait, hein, c'était pas évident à la ligue. Hein. Ah non, c'était pas évident. On était dans le bout là. Je crois que c'était les pires. Hein. Ouais, nous on en avait un, c'était que des cailloux. Et, par contre, je me suis régalé. Hein. On a joué contre. En plus, on avait un peu la poule de la mort. On avait Hervé Vité, Malik Maraoui et puis Yohan Roumeau à la première. Et après, on a pris Vincent Demut. On a gagné les deux. On est sorti des poules. Mais on a vraiment, franchement, moi, j'étais vraiment en ligne. J'étais content au tir. En plus, j'avais fait. Je me cherchais un petit peu au niveau du tir. Justement, ça sera l'occasion de faire justement un autre podcast là-dessus sur les boules. Donc moi je me cherchais au tir parce que je joue avec du 74 et j'avais l'impression d'avoir des melons depuis quelques mois dans la main et j'étais à Decathlon, j'ai dit je vais acheter une triplette de boules vite fait. J'ai joué avec des 72 au championnat triplette mixte. J'ai gagné. Et Thierry, tu dis qu'on n'est pas des pointeurs. Tu pourras demander à Cyril. Oui. J'ai gagné des points que je sais même pas comment c'est possible de les gagner. Et j'ai usé, je te jure, hein, parce qu'Angèle, elle a pas trop bien joué. Cyril, il a fait son jeu correct. Mais alors moi, ce que je faisais en tant que tireur, je pointais régulièrement. Mais alors je gagnais des points, je faisais dégoupiller, les gars. Incroyable. Même moi, je me suis épaté avec des petites 72. Donc voilà, je suis arrivé à la ligue avec les 74 et puis le tir, les sensations sont revenues et puis voilà. Vous jouiez au fond, tout au fond? Tout au fond dans les. Et après on arrivait dans les carrés d'honneur là sur la sablette là et il y avait une partie dans les carrés d'honneur que nous on a joué les demi-finales au milieu, c'était un peu du béton avec un peu de sable dessus. Ouais. Et c'était des beaux terrains. C'était une petite lissette. Putain. Quand t'arrives des cailloux, il faut chercher les donnes et tout ça, et puis que les autres ils envoient qu'à la roulette, et nous on s'est fait carrément. Enfin. Ah oui, c'est pas pareil. On n'a pas bien joué, ouais. Juste avant la pause du midi, on a voulu tourner avec Virgile, il a tiré, il a manqué d'eau, je me retrouve avec 2 boules en main. Ah, je dis les gars, poussez-vous, je vais tirer au bouchon. J'ai été au rond, pentasse, noyé. On était 8 à 10. J'ai dit, hey, les gars, faudra peut-être qu'on se réveille à 14h.
Et puis, on arrive à 14h, première main, on jette le bouchon, on n'a pas main de gagne. On aurait pu en faire 5. J'ai tiré, j'ai cadré 2 coups, il y avait 2 boules à Virgile, fallait que Cyril cadre. Non, il y en avait une à Virgile, fallait que Cyril cadre. Et puis, tu sais, avec son tir foudroyant, Cyril, il est tombé au pied de la boule et il lui a fait faire 1 mètre. Donc, du coup, on n'a pas pu, on aurait pu faire une main de 5, faire 8 et 5, 13. Première main de Ça pourrait être aussi, on parlait du temps, hein, c'est vrai que là, tous les championnats, ça a été marqué par ce mauvais temps. On pourra en parler peut-être à l'avenir aussi sur de l'adaptation au temps qu'on doit avoir et par rapport au terrain, parce que c'est quand même une chose importante aussi dans la pétanque, quoi, cette histoire de temps, parce que Thierry parlait du froid là aux vétérans, là vous avez eu à la Ligue là ce week-end un temps pas possible. Ah oui. J'avais vu, c'était un vétéran aussi à Clermont. À Clermont, il y avait carrément de la neige sur le terrain. Ils n'ont pas joué, ils ont arrêté. Ils étaient obligés d'arrêter, voilà. Donc on a eu des temps un peu limites. Mais après, on a un sport d'extérieur, hein, faut quand même le savoir aussi. Hein. Comme ils ont fait aux vétérans, le fait qu'on joue que sur une journée, alors que tous les autres jouent sur 2 jours. Ils n'étaient pas dans le bon règlement, quoi, parce que à finir à 11h30, ils ont fini à 11h30 minuit la finale, c'est pas normal. Oui, normalement, après, ça devrait jouer sur 2 jours. Après, tu vois la finale nous, quand on est arrivé je sais même plus quand est-ce qu'on a joué, si ça devait être le dimanche, je sais, bref, on arrive pour le doublette mixte. Donc, on a été voir pour les demi-finales. L'orage est monté, on est vite parti. Et ils ont pas pu faire la finale. Des trombes d'eau, l'orage. Alors, ça, nous, dans nos départements ou dans notre ligue, on joue dehors. Et quand tu vas dans le sud où il fait tout le temps beau, ils font quasiment tout le championnat dans des boulodromes couverts. C'est des champs de tir. Alors après, c'est 2 poids 2 mesures. C'est les résultats. Et ils sont rarement faussés chez eux, parce que quand t'arrives justement avec une armada de tireurs, des Dylan, et compagnie. Alors, peut-être cette année, ça a été un peu plus compliqué pour eux, mais bon, c'est vrai que, je sais pas si vous avez regardé, ils jouent toutes les finales dans des boulodromes couverts. Le souci, c'est que, par exemple, pour ligue comme nous, par exemple, t'as 32 équipes, tu pourrais faire tout dans les boulodromes couverts, hein, parce qu'on aurait assez de boulodromes couverts pour faire les ligues. Oui. Mais avec 32 équipes. Après, pour les championnats, c'est moins facile, et comme c'est en avance dans la saison, c'est encore plus dur, quoi. Après, il faudrait faire des secteurs, des choses comme ça pour qualifier à 32 ou pour espérer après jouer les phases finales dans la boulodrome. Après, il faudra avoir des boulodromes couverts, hein. Nous, dans le Loir-et-Cher, il y en a pas. Ouais. Mais après, si, vous en avez qu'un, mais c'est la 17 aussi. À Limoges. Mais je suis à Limoges, moi, je suis dans le Loir-et-Cher. Ah oui, dans le Loir-et-Cher. Oui, dans le Loir-et-Cher, t'as rien. T'avais Blois avant, mais il n'y a plus rien. Oui, non. C'est vrai, il y avait Blois, mais il n'y a plus rien. Mais c'est vrai qu'après. Mais c'est tout. Ouais. Mais après le fait de faire les toujours dans le boulodrome, ça voudrait dire jouer toujours dans les mêmes endroits. Donc c'est pareil, c'est pas équitable. Ben oui. Non, puis ça permet de faire vivre les petits clubs aussi qui organisent aussi, même s'ils n'ont pas de boulodrome, qui organisent ces championnats. À l'extérieur, ça varie. On a toujours des petits clubs qui font une bonne recette sur cette journée-là avec les repas, les boissons, toutes ces choses-là aussi. Hein. Ouais, mais il ferait pareil dans le boulodrome, je pense, dans les boulodromes, mais c'est l'histoire du terrain surtout, de pas avantager certaines équipes par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, une petite question par rapport à ces championnats. Les championnats en fait départementaux et ligue, c'est juste des épreuves qualificatives pour les France parce que le champion départemental ne va pas à la ligue. C'est dommage parce que t'es champion, comme Franck, t'as été champion départemental triplette mix, mais tu peux pas être champion de ligue triplette mix. C'est dommage quand même un peu. C'est un titre qui serait intéressant, champion de ligue aussi quand même. Oui, alors moi je me souviens quand je jouais en Haute-Vienne, avant c'était l'inverse. Il y avait la ligue en premier et après tu faisais le département. C'est pas un truc comme ça, Thierry, je crois, à l'époque. Si. Nous, c'était comme ça, on avait des qualifs ligue. Moi, c'est encore plus vieux. C'est que le champion allait à la ligue et on jouait pour les copains. D'accord. Ah oui, c'est encore pire que ça. Ça m'est arrivé 3-4 fois. Ah oui. Donc, tu jouais pour les gars de ton club, quoi. T'essayais de jouer le maximum et puis les gars de ton club allaient avec toi au championnat de France. C'était pas terrible. Ah non, c'est pas terrible. Parce que moi, j'ai joué après, j'étais licencié, il y a fort longtemps, en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne, pardon, à côté de Montauban. Et alors, nous, c'était encore un système différent. Donc, t'étais, à partir des demi-finales, ou alors t'étais, le champion aussi.
le champion, les demi-finalistes, t'allais faire la Ligue, et le champion de la Ligue n'allait pas aux France. Mais par contre, il était qualifié pour le championnat de France de l'année d'après. Et moi, j'avais pensé à une chose. C'est vrai que bon, t'es champion départemental. Après, bon, tu vas au championnat de France. Donc, tu oublies la Ligue. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que le champion départemental, alors, suivant les ligues, ils font venir tous les champions départementaux en même temps que le championnat de Ligue, ceux qui sont qualifiés, qui vont pas au championnat de France, et qu'ils fassent une super ligue, en fin de compte, et que les deux vainqueurs soient qualifiés pour l'année d'après à la Ligue, mais pas ceux qui font que pour le championnat de France. Ouais, ça peut être pas mal, oui. C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, oui. Ça permettrait que les champions jouent quelque chose, un titre au moins, parce que le titre de Ligue, ça équivaut à quelque chose quand même. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est presque que des qualifs, quoi, en fait. Il y a un titre quand même au bout, mais c'est quasiment que des qualifs, quoi. C'est des qualifs, et le champion ne peut pas être champion de Ligue, alors que c'est plus relevé normalement, enfin, en théorie, hein. C'est plus relevé que le championnat départemental. Bah oui, parce que t'as plusieurs régions, oui, effectivement. Enfin, plusieurs départements. Mais après, après, le truc, c'est que tu peux être champion de Ligue en ayant perdu en quart de finale du département. Ouais, voilà. Et alors, juste en aparté, c'est pas pour faire de la polémique, hein, mais des gens, on a connu ça, nous, dans des départements, des gens qui ont perdu assez tôt et qui vont à la Ligue quand même et qui gagnent. Et j'ai même, je sais pas si tu as souvenir de ça, mais Michel Lois, une fois qu'il avait gagné tête à tête à la Ligue de Pays de Loire, si je me souviens bien, et qui avait perdu dans les qualifs dans le Maine-et-Loire, ils ont lui demandé d'aller à la Ligue, il y a été, il a gagné, et en plus, il avait pas de championnat de France, tout le monde était contre ça, quoi. Ouais. Ouais, après, il y a plein de choses. En fait, la qualification au championnat de Ligue, elle n'est plus obligatoire, en fait. Les équipes ont le droit de refuser. Donc, à partir de là, il y a un repêchage qui se fait d'arrière en arrière, en arrière, en arrière. Ce qui pour moi n'est pas logique. Non, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, si personne y va, ils vont prendre le gars qui est juste sorti de poule. Il a fait une partie sortie de poule. Vous voulez y aller, monsieur? Allez-y. Exactement. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Comme il disait Thierry, dans notre département, une équipe féminine qui est pas sortie de poule a été à la Ligue et l'a remportée. Voilà. Ah oui, quand même. Oui. Voilà. D'accord. C'est pas logique sportivement. Ah non, ça c'est sûr. Les filles qui les ont battues, qui sont même pas qualifiées elles. Ouais. Parce que tu peux sortir de poule et puis perdre la partie juste après les poules. Hein. Ah bah oui, exactement. Bon, le chantier. Ouais, effectivement. Oui. Mais ça, on pourra, la partie règlement, on pourra en reparler parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à changer. Il y a plein de choses à voir, ouais, sur ce comme ça. Là, c'était juste histoire de faire un point pour rebondir sur l'actualité. On va partir, surtout la grosse partie de l'émission d'aujourd'hui, un débat qui moi me tenait à cœur parce que je sais pas, ça m'a marqué. C'est gaucher-droitier. Alors, on va parler des gauchers et des droitiers. Des avantages. Est-ce qu'il y a un avantage à être gaucher ou droitier? D'ailleurs, vous êtes tous droitiers là, il me semble. Oui. Moi, oui. Ça, les trois, il me semble. Mais gaucher-droitier parce que moi, j'ai eu l'impression. Alors sachez que j'ai vérifié dans les stats, il y a 10% de la population en fait dans le monde, 11,15% exactement en France, qui sont gauchers par rapport aux droitiers. Mais moi j'ai l'impression qu'à chaque partie que je vois sur 2 triplettes par exemple, il y a toujours au moins un gaucher sur les 6 joueurs, donc ça fait quasiment du 20% quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gauchers à la pétanque. Donc je sais pas si vous aviez cette impression-là ou pas, dans la population normale. Je trouve que par contre les gauchers, en règle générale, pas toujours le cas. Ceux qu'on voit, c'est le fait qu'ils soient gauchers, on s'en aperçoit plus, mais ils sont souvent très adroits. Ça, c'est vrai. Et ils ont tous un peu le même style. Moi, je pense qu'ils ont tous un peu le même style de tir. Les gauchers, je trouve. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que justement, j'ai fait des recherches. C'est qu'en fait, le comportement moteur de la main, il est dirigé par l'hémisphère droit du cerveau, et donc, l'hémisphère droit commande le côté gauche du corps. C'est l'hémisphère droit qui commande le côté gauche du corps, et l'hémisphère gauche qui commande le côté droit du corps. Donc, en fait, le comportement moteur de la main, donc pour les gauchers, sont avantagés par rapport à ça, parce que on joue quand même avec la main pour la pétanque. C'est beaucoup plus rapide parce que c'est l'hémisphère qui correspond en fait au gaucher par rapport à cette commande-là. Sachant qu'en plus, si le gaucher a un œil directeur qui est l'œil droit, parce que ça pour les droits après c'est pas inversé en fait les côtés de l'hémisphère du cerveau pour l'œil directeur.
s'il a l'œil directeur droit avec donc un gaucher, avec l'œil directeur droit, c'est les meilleurs et c'est les plus précis et les plus rapides. C'est une étude scientifique qui montre ça en fait. On se rend compte, Nadal par exemple au tennis est gaucher avec un œil directeur droit. Voilà, il y a une précision, il y a une explication un petit peu plus scientifique qui explique cette chose-là. Je sais pas si j'étais assez clair. Si, mais des fois, je voudrais bien être gaucher, moi, parce que ou des fois, je suis gaucher quand j'en touche pas une. C'est vrai que souvent les gauchers sont à droite et moi je remarque aussi que alors souvent le même style, pas toujours, mais ils ont une facilité déconcertante des fois. Moi je vois, surtout dans le tir, hein, je les regarde tirer tous et je me dis putain, ils ont une facilité incroyable. Ils ont un lacet de boule vachement souple et facile, moi je trouve. Oui, non mais c'est vrai. Ah oui. Je trouve que pas des styles flamboyants, parce que après moi, j'adore Dylan, mais quand je vois Dylan, moi je trouve pas qu'il a un style formidable, mais il est sûr d'une facilité, c'est déconcertant. Autant chez nous on a un joueur qui joue très très bien. Alors lui c'est vraiment l'archétype du pétanqueur, parce que pétanquer ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quand tu vois Sébastien Rousseau jouer, vraiment pour moi c'est vraiment le summum du joueur, parce que pétanquer et tire de la main gauche sans décoller, et vraiment c'est exceptionnel, hein. C'est rare. Ouais, il est stoïque et c'est vraiment le côté gauche, le bras, la main, le poignet qui fait tout. Et ça sort, même si on va dire qu'il a un tir assez tendu, on a l'impression que c'est facile quand même. Oui, c'est vrai. Alors que il force pas. Oui, non, il force pas. Et il faut y mettre un sacré coup de poignet, hein. Parce que je l'ai regardé tirer plusieurs fois. Il a un tir magnifique. Enfin, moi, je trouve. Hein. Mais même au point. Les deux, non. Enfin, ton palmarès parle pour lui, de toute façon. Oui, c'est sûr. Après, oui, il y a avantage dans une équipe d'avoir un gaucher. Est-ce que c'est aussi, vous, quand vous montez une triplette, l'idée de se mettre, c'est bien d'avoir un gaucher, on a cet avantage-là. Moi, je pensais aussi, là, qui est beaucoup plus terre à terre, quand on a deux triplettes qui jouent face à face, quand on a un gaucher dans l'équipe, en fait, pour pointer, il a pas le même chemin pour aller au bouchon pour quand il va pointer, et en fait toutes les autres boules vont être sur un côté vont boucher un passage parce que c'est les droitiers qui ont joué, mais le gaucher en fait il a pas le même chemin et lui il a peut-être plus de place, donc c'est peut-être un avantage d'avoir un pointeur gaucher des fois aussi sur ces modèles là, non? Alors oui, pour le point ou pour le tir, c'est la même chose, hein. Quand t'as des boules cachées et puis un gaucher va la voir, le droitier la voit pas, et c'est beaucoup mieux que t'aies un gaucher avec toi. Mais bon, pas facile à trouver des joueurs de chaque main. Non, c'est ça. Et puis arriver quand même à un certain niveau, un très bon pointeur droitier va jouer comme un gaucher en fait en travaillant la boule. C'est vrai. Après, t'en penses quoi, Franck? Ouais. Non. Moi, je reviens au tout départ de sa question. Choisir un gaucher ou pas. Enfin, moi personnellement, déjà, moi, je choisis de jouer avec des copains. Voilà, déjà, c'est la base. Oui. Gaucher, pas gaucher. Moi, on se casse, les fesses tous les jours, aller travailler, machin, pour gagner sa vie. Et donc moi, je pars de ce principe-là. Moi, la pétanque, c'est un plaisir, un loisir. Le jour où je prendrai plus de plaisir, j'arrête. Donc voilà, je joue d'abord avec des copains. Comme dirait Jean-Luc Robert, quitte à avoir des copains, autant avoir des très bons. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, si t'as un droitier, un gaucher et puis un pointeur qui pointe très bien, voilà, et puis c'est bon. Mais t'as raison, là, le principal, c'est de bien s'entendre et passer des bonnes journées. Comme là, on a monté notre triplette, on a décidé l'année dernière de monter notre triplette avec donc Cyril. Donc Cyril, nous on joue tout le temps ensemble, mais avec Cyril et Virgile. Virgile, c'est un très très bon copain à nous, et on a monté la triplette parce qu'on est copains. Voilà. Après, on est des joueurs de boules. Après, on y arrive pas. Malheureusement, on peut pas tout le temps gagner, hein. Ouais. Voilà. C'est sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Mais après, moi, je monte, moi, personnellement, même tous les concours que j'ai gagnés, que ce soit des nationaux, des grands prix, des concours, peu importe le concours, j'ai jamais monté une équipe en disant, attends, là, c'est tel terrain, je vais y aller avec un tel ou un tel. Voilà, jamais. Non, mais après, c'est sûr, après, dans la vie, des moments où tu rencontres des bonnes personnes,
où tu deviens ami, et puis c'est là que tu joues ensemble et hop, ça s'engrange et puis tu joues bien. Mais le principal, c'est d'être ami et de bien s'entendre. Exactement. Autrement, c'est pas jouable. Alors après, on t'en a qui jouent différemment parce que bon, après, c'est du haut niveau et c'est autre chose. Hein. Eh bien, non, là, c'est différent. On est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Quand les équipes montaient de haut niveau. Voilà. Mais après, au départ, faut jouer pour faire plaisir. Une sélection, par exemple, ils vont peut-être commencer à y réfléchir, essayer d'avoir, surtout que des fois, en plus, ils font des triplettes, enfin, il faut être 4 joueurs. Après, quand tu construis une équipe aussi, comme Franck, qui a été champion au CNC1, CNC2 et 3, quand tu construis une équipe, c'est quand même intéressant de se dire, voilà, il faudra peut-être un gaucher quand même dans l'ensemble, et après, tu vas composer tes triplettes, tes doublettes en fonction aussi. Mais après, pour parler d'un gaucher, on en a un, oui, c'est un petit phénomène, hein, c'est le Pierre Porquier. Oui. Le petit Pierrot, ouais. Là, c'est un gaucher, là, pour le coup. Alors lui, il a un tir, c'est une petite machine, hein. C'est une petite machine. Ah, mais oui. Après, c'est différent, moi, les titres de champion de France que j'ai eu la chance d'avoir, on a monté, c'est vrai que, grâce à la société Simgaz et Eric Boudry, hein, on a monté lui, il a monté une grosse team déjà à l'époque en National 3, puis après en National 2, avec l'arrivée de Philippe Quintet quand même, 14 fois champion du monde. Donc c'est vrai que bon, il a pas gagné tout seul, hein, on était tous là, on a tous apporté notre pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup et bon, Fifi, c'est pas un gaucher, hein, mais non. Ah non, mais c'est sûr, après faire un groupe comme vous aviez, après faut monter le groupe. Et t'as beau dire, mais si t'as pas une entente dans le groupe, t'en sortiras pas, même si t'as des grands joueurs. C'est exactement ça. Je me souviens, pour être ancien, je me souviens de Philippe Quintet qui a joué avec Didier Choupet pendant une époque. C'était pas l'entente parfaite, hein, ils ont pratiquement rien gagné ensemble, alors que c'était deux joueurs exceptionnels. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Donc, même dans les groupes, il est important de bien s'entendre, de passer de bons moments. Ben c'est ça, c'est passer des bons moments parce que il y a pas que la pétanque, il y a l'en dehors justement. Quand t'arrives déjà le vendredi soir, t'es souvent, alors ça dépend si tu vas à l'hôtel ou pas, mais tu prends un petit gîte, tu partages quelque chose et cette chose-là que t'as partagée, moi je trouve, tu la retrouves après le lendemain sur le terrain. T'es avec tes copains, tu joues. Et après, c'est comme avec Cyril, nous on se connaît quasiment par cœur quand on va jouer et on sait, des fois on n'a même pas besoin de se dire, tac, faut aller tirer, faut aller pointer. Et justement, ça part pas que du terrain de boule, ça part d'avant. Tu vois, on est amis dans la vie, on va manger les uns chez les autres. Et moi, ça part déjà de cette base-là et après, les résultats, ils viennent. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir sur le débat, on en avait parlé un peu avant, gaucher droitier, vous aviez noté d'autres choses, des choses en plus que vous vouliez parler par rapport à ça, par rapport à la tactique ou par rapport simplement, vous avez parlé déjà pas mal du geste, mais vous aviez noté des choses en plus? Non, pas rien de particulier. Non, c'est à part sur la physionomie des mènes où, comme Thierry disait, des fois, on peut pas y aller en droitier. Alors après, ça, c'est Mika, il disait, on peut tourner la boule et tout ça. Moi, honnêtement, je suis pas spécialiste du poids. Je peux arriver à tourner dans un sens à l'autre de temps en temps, mais je suis vraiment pas un spécialiste. Mais effectivement, des fois, c'est vrai que c'est bien d'avoir un gaucher. Quand il y a des dévers. Ça dépend dans quel sens. Et pareil, après, il y a l'inverse. Parce que là, on dit de jouer avec. Mais par contre, quand on joue contre, il faut aussi analyser les adversaires. Parce que ce qui est important à la pétanque, c'est le jeter du bouchon. Et quand tu analyses un petit peu les gens, attends, il y a un gaucher, écoute, on va jouer à l'inverse. Il pourra peut-être essayer de moins bien jouer qu'un droitier. Et ça, c'est de l'analyse tactique aussi. Non, mais ça, c'est vrai. Mais après, le jeter de bouchon, il faudrait s'apprendre à le jeter à la malgache pour que ça soit bien, parce que c'est pas évident. Mika, je sais pas si c'est le jeter à la malgache. Non, moi je jette pas la malgache. Non, moi je sais pas. Après, j'ai jamais trop essayé. Après, remarque, c'est Cyril, moi, qui jette le bouchon. Donc moi, comme ça, je suis pas embêté avec ça. Déjà vaut mieux que ce soit le pointeur, parce que après, il connaît bien son tireur, il sait comme il est, et tout. Bon, donc il y a pas de souci. Puis le pointeur, il peut jouer où il veut et il peut voir plus facilement les défauts de l'adversaire au point. Et en règle générale, hein, le pointeur, je préfère que ce soit lui qui mène la barque plutôt que ce soit le tireur. Pour moi, ça me paraît logique. C'est lui qui entame la mène. C'est pas le tireur qui entame la mène. C'est logique que ça soit le pointeur qui mette le bouchon où il a envie de jouer en se trouvant une donne
parce que c'est lui qui entame le jeu. Hein. Voilà. Puis en général, le commentateur a une meilleure vision de l'adversaire qu'un tireur, en règle générale. Il verra plus souvent les défauts de l'adversaire que le tireur. En général, un tireur, sans être péjoratif, bon, tu lui dis, allez, tire celle-là, bim bam boum. Hein. Moi, je me souviens des Patouervaux, des choses comme ça, qui a des ronds, bim bam boum, celle-là. Et puis voilà, feu. Et il s'occupait pas trop du jeu, et pour moi, un tireur, c'est comme ça, quoi. On en revient à ce que je disais. Le point, c'est beaucoup plus compliqué. C'est de l'attaque. Ah oui. Il faut envoyer que le tir. Le tir, en fait, tu réfléchis pas. Tu rentres dans le rond, faut tirer dans la boule, point barre. Au tir, faudrait jamais réfléchir. Mais c'est ça. Tu rentres. Après, ça dépend. Si t'as une boule à la sauter, une boule qui est légèrement demi-boule à tirer, mais c'est que des choses comme ça. Mais sinon le point c'est, enfin voilà, c'est faut analyser l'adversaire, faut savoir s'analyser aussi comment on joue soi-même. Est-ce qu'on c'est porter les boules, est-ce qu'on sait les faire rouler, est-ce qu'on sait les envoyer. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Hein. Quand des fois j'en parle à des copains qui me disent tu fais quoi machin, enfin moi j'ai fait pas mal. J'étais prof de judo, jiu-jitsu, j'ai fait des sports de combat. Enfin voilà. Et maintenant je me suis remis à mes premiers amours qui étaient la pétanque de famille, et il me dit mais c'est pas un sport. Alors effectivement c'est pas forcément un sport parce que t'as pas de cardio ou de choses comme ça. Mais par contre c'est physique. Tu marches, tu trépignes toute la journée. Il y a un côté quand même physique, hein. Il y a un côté phisique. Ah oui. Oui. Alors, quand tu fais des grosses compétitions toute une journée, des compétitions importantes, il faut que tu sois concentré, tu fais des kilomètres. Alors, moi, entre guillemets, je ferai pas comme mon cas, mais c'est vrai qu'il faut être en bonne forme physique. Si t'es pas en bonne forme physique, t'as du mal à tenir une journée entière à fond. Hein. C'est ça. Donc pointeur, enfin pour revenir au débat, le pointeur, oui, c'est pour moi, et puis tu vois, le pointeur, c'est debout, assis, c'est pareil, hein, c'est beaucoup plus fatigant. C'est plus fatigant, le tireur, je reste toujours. Enfin moi perso en plus en tant que tireur, c'est terminé, je pointe plus assis, parce qu'après je peux plus me lever, j'ai mal aux genoux. Donc maintenant c'est pareil. Je pointe debout, et puis voilà. Non mais le point est très compliqué. C'est vrai. Donc très bien, bon, je pense qu'on a fait le tour de la question à peu près. Donc on va faire la dernière partie l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des choses ou pas ou... Non, c'est ok. Pour ma part, je trouve, Étienne, que tu as une bonne initiative de faire ça. Je pense que ça peut être intéressant de développer des débats sur différents sujets. Après, comme on avait dit avec Étienne, sans polémiquer, hein, on n'est pas là pour polémiquer, mais pour essayer de faire avancer, et pourquoi pas transmettre après à la fédération des sujets pour changer un peu les choses, pour que ça devienne un sport reconnu au plus haut niveau. Comme il le mériterait, et c'est pour ça qu'on va essayer de le traiter comme sport vraiment, parce que pour moi c'est vraiment un sport, et pour beaucoup, hein, pour vous aussi évidemment. Donc c'est ça qui est aussi l'intérêt. Et donc vis-à-vis de ça justement, voilà, on va faire sur la conclusion de l'émission, on va parler peut-être de ce qui arrive là. On a les nationaux qui reprennent, même si les championnats de ligue, il y a les championnats de France qui vont commencer fin juin. On a les nationaux qui reprennent. Là, vous en faites quelques-uns là dans le coin là, pour le moment. D'après les ligues, c'est terminé, il me semble, non? Non, pas encore. Il reste le 1er de juin. Ah bon? Ligue doublette et ligue tête à tête. À Marmagne. Voilà. D'accord. Bon, comme j'ai pas fait beaucoup de championnats moi cette année, donc ok. Donc là, je parlais, ouais. Donc les nationaux, enfin pour ma part, moi, alors je voulais aller un peu d'Almézo, dans le coup j'y vais pas parce que j'ai d'autres impératifs. Puis après à la sortie, je voulais aller à Châteauneuf-sur-Loire, mais c'est complet, donc je ne l'aurai pas. Donc après des gros concours, moi après un peu vieux, je vais peut-être faire un national vétéran ou deux, mais après les seniors, ça devient compliqué quoi. Sauf si je trouve deux personnes sympathiques pour en faire un. Voilà. Alors moi, je pense que je vais faire Bellac, c'est à côté de chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être Saint-Maur. Je sais pas s'il y a encore cette année. Si. Je fais ça. Ouais, Saint-Maur. Si, je fais Châteauroux aussi au mois de, je crois que c'est septembre, octobre, je sais plus trop. Ou c'est en octobre, ouais. Octobre. Avec Cyril et Pierre. Et puis après, non.
Moi, je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai énormément de boulot à faire chez moi. Donc, je vais mettre en priorité, voilà, de bien avancer chez moi. Et puis l'année prochaine, par contre, je vais me relancer vraiment à fond dans la compète, quoi. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, ça peut être un débat aussi, c'est que faire des nationaux, c'est très très bien, hein. Par contre, moi où je suis placé à Limoges, il y en a un seul, c'est Bellac. Après, c'est très très loin, donc ça engendre beaucoup de frais. Voire des fois, il faut prendre des demi-journées le vendredi pour partir faire le national. Donc c'est prendre une après-midi de boulot. Bon, après moi je peux parce que bon, comme je suis responsable d'une scierie, donc après je fais un petit peu, voilà, je peux m'arranger avec mes gars. Mais ça coûte l'hôtel, ça coûte la bouffe, enfin le déplacement, l'essence, les péages, ça a un coût, hein. Donc en faire des nationaux, moi je voudrais bien faire tous les week-ends, mais un national c'est au moins 200 € par week-end, hein. Donc même si tu gagnes le national, je suis pas sûr. Enfin j'en ai gagné quelques-uns, ça te rembourse pas les frais, hein. La vie est plus chère aujourd'hui, donc par rapport à avant, on gagnait bien. Enfin, je sais pas si les autres en ont parlé, mais on gagnait bien notre vie à la pétanque. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs années où c'était bien, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour les jeunes, de se lancer, ça coûte une fortune. Alors, ils ont amélioré, je trouve, un petit peu avec leur système de 300, 500 et 1000. Oui, de top, ouais. Ouais. Mais bon, c'est encore pas suffisant. Il faudrait qu'au moins ceux qui arrivent en 8e le matin, ça leur paye les frais d'hôtel et de restauration. De toute façon, les 8e et les quarts, c'est chocolat, hein. C'est là, tu te rends compte, oui, mais hein. Si t'es pas dans le partage. Ouais, tu vois, pour donner une idée, parce que nous on a fait le national de Tours, alors on était le premier, hein, parce que en 300, 500 et 1000. Moi, je voulais qu'on paye qu'à partir des 16e et payer les 8e, je voulais donner 450 € en 8e. D'accord. Donc, ça faisait 150 € par joueur. Ils ont eu que 300. C'était un début, parce que rarement t'as 300 en 8e d'un national. Mais Tours, nous, je me souviens, là, quand on l'a partagé, c'était il y a deux ans, non, juste avant que ça s'arrête, qu'on l'a partagé en 2000. On avait eu 250 ou 280 par là. On avait eu plus que ça, tête. On avait eu 300, je sais plus combien, 400 €, je crois, tête. Et le pire, bien, on vous avait mis une enveloppe supplémentaire. Oui, mais oui, parce qu'on était sympa, on avait souri à la société. Ouais. Non, le plus que j'ai pris, moi, c'est à Cholet. À Cholet, on a partagé avec Fasino en finale, avec Fasino, Seb Rousseau et Patrick Ranguet. Je jouais avec Cyril et Sébastien Roux. On a partagé que la finale au National de Cholet. On a pris 490 € tête. 30 ans en arrière, j'ai gagné les concours. Alors en euros, maintenant, ça ferait 900 € en partageant en demi. Bah ouais, mais t'imagines. Et il y a 30 ans en arrière. Ouais, et pour revenir à mon ami défunt Daniel Voisin, il m'a dit j'ai fait des nationaux, il y avait des voitures, des scooters, des machins. Terminé. T'as connu? J'ai perdu en quart. Il a déjà gagné, il m'avait dit, il a gagné déjà 2 voitures. Ouais. Ah non, mais c'était énorme ce qu'il y avait. Et c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, pour que les jeunes, moi c'est ça que je regrette, parce que tu pourrais avoir des jeunes qui arriveraient dans le circuit, quoi, comme plein ont fait. Moi j'ai commencé, jeune, aller un peu partout. Après j'ai connu Jam, on se dépassait partout. Bon, après t'arrives à un certain niveau. Bon, moi j'ai jamais été quintet ou Suchot, tout ça. Mais quand t'en gagnes plein, tu te dis, moi j'ai des souvenirs énormes. Moi, quand je suis embauché à la Poste, je touchais 4000 francs par mois, hein, dans les années 80. Et t'allais jouer au boule, tu touchais 10 000 francs par mois. Bah oui. Donc, tu te dis, voilà la différence. Tandis que maintenant, c'est complètement différent, quoi. Les jeunes, ils peuvent plus se déplacer, sauf si tu trouves un mécène, quoi. Oui. Comment tu peux pas? Ben maintenant, tu vas faire, donc je te dis là, le coût donc de déplacement, le coût de tout, d'hôtel, etc. En plus, tu joues contre des gens qui sont sympas ou des copains de machin, tu payes un coup, c'est enfin je sais pas ce qu'ils prennent, mais bon c'est au moins 10-12 balles. Donc si tu t'avances, mais t'as mangé 50 € encore pour rien. Enfin pas pour rien, mais de dépenses, quoi. Ouais. Alors après ça dépend de la vie de chacun. Moi après ceux qui ont un bon job, qui ont eu un bon job, qui ont travaillé, ils peuvent y aller. Mais moi je pense surtout à des jeunes qui veulent se lancer, tout ça. Je me dis c'est pas simple. C'est vrai que très con. C'est après
Après, moi, dans ma devise, vaut mieux travailler, aller au boule, voilà, c'est un plaisir. Et puis après, si tu gagnes, tant mieux, mais vaut mieux travailler quand même. Moi, ça a toujours été comme ça. Moi, je me fais plaisir de temps en temps à la pétanque. Après, voilà, moi, je gagne ma vie, c'est pas le souci. Mais je veux pas passer mon salaire dans la pétanque. Donc, oui, vraiment. Je joue pour me faire plaisir, faire plaisir avec mes potes. Mais quand ça commence à coûter des 200, des 300 euros par week-end, si tu joues 4 week-ends, t'imagines un peu, toi. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Au jour d'aujourd'hui, c'est infernal, hein. Oui, alors bon, tu te fais plaisir en y allant une fois de temps en temps, puis voilà, quoi. C'est ça. Et Mika, toi, t'en as de prévu à ton programme? Du coup, oui, moi, je vais retourner faire Sainte, que j'ai fait l'année dernière. J'ai trouvé ça bien organisé, c'était sympa. Ah, je l'ai pas fait. Un grand prix, bien faire, ouais. C'est vrai, c'est un grand prix cette année? En doublette. Ah, d'accord. Ok. J'étais pas au courant. Il y a pas le national triplette? Non, Sainte, ils font un doublette grand prix cette année. Ah, tu vois, tu parles. Après, il faut trouver les sponsors, faut trouver tout ça. C'est ça, même pour les organisateurs, c'est pas facile. Hein. C'est ça. Non, je sais ce que c'est. C'est compliqué. D'accord. Après, je retourne à Saint-Maur, parce qu'on a été invité. Et puis, Châteauroux et Orléans. Saint-Maur, j'aime bien. Aussi. J'ai appartenu aussi. Ouais. Saint-Maur, c'est sympa. Moi, c'est pas très loin de chez moi. Je l'ai gagné avec qui, moi? Avec David Sarrazin et William Jiménez, mon pote de Limoges. On l'a gagné celui-là, il était sympa, Saint-Maur, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien celui-là aussi. Les terrains sont bien. Moi, j'ai jamais gagné à Saint-Maur. Oui, mais t'en as tellement gagné, toi, faut bien que t'en restes aux autres. Oh. Alors, mais bon, c'était dans l'ancien temps. Et le dernier que j'ai gagné, il remonte, vraiment gagné, il remonte. C'était en 1782. Ouais. Juste avant la Révolution. Avec des boules en bois. Et par contre, j'étais champion de France de boules en bois. En jeune. C'est vrai, mon père le même jour à La Rochelle, en senior et moi en junior. Non, c'est vrai? Si, c'est vrai. De boules en bois, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Ça se joue comme la lyonnaise, à peu près. D'accord. Sauf que c'est un bouchon fixe à chaque bout. Ouais. Et c'est des boules en bois. Et tu peux pas tirer plein bois parce que ça fond le bois. T'es obligé de tirer le raf. Et moi, j'étais pointeur de tenue. Et ça se joue dans quel pays, ce truc-là? Alors, tout ce qui était Poitou-Charentes, tout ce qui était Bretagne, un peu, voilà. Ah ouais, d'accord. Et ça existe encore? Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup moins de monde. Ouais, ils mettent le bois dans le barbecue. Voilà, c'est mieux. La surprise, c'est mieux. Ok. Bon, en tout cas, on a fait le tour, c'était sympa. Merci à tous, à tous les trois, donc Thierry, Franck et Mika, pour ce petit podcast. Et puis, on se retrouve bientôt pour le prochain Devant de Boule, et puis parler avec de nouveaux sujets. Je pense qu'on a plusieurs sujets qu'on pourra encore aborder par la suite. Et voilà, je vous remercie bien, et puis à bientôt. Merci à vous, les gens.